Je vous remercie énormément d'être présent et je vais vous parler d'un sujet assez particulier, ce sujet qui finalement est arrivé jusqu'à nous au Mons Memorial Museum sans qu'on le veuille. Et je vais directement commencer avant que le PowerPoint soit là, c'est de traiter de la question coloniale. Donc c'est comment aborder un sujet politiquement sensible dans le processus muséal. Donc le Mons Memorial Museum est un musée d'histoire militaire qui est ici à Mons, un musée de société. Et à un moment donné, on s'est véritablement posé la question de comment ici à Mons, on pouvait traiter de cette question coloniale. Et cette question coloniale est arrivée jusqu'à nous sans qu'on le veuille, en fait. Et ça a commencé tout d'abord, voilà, quand on a remis en question le patrimoine colonial qui était présent à Mons. Alors, si vous allez dans le porche de l'hôtel de ville, vous allez voir ce monument commémoratif qui est à la mémoire des coloniaux, des premiers coloniaux qui sont partis au Congo durant l'État indépendant du Congo. Donc l'État indépendant du Congo, c'est cette période avant 1909, quand le territoire d'Afrique centrale appartient en propriété propre à Léopold II. Alors, ce qui se passe, c'est que lors d'un conseil communal de 2017, Georges-Louis Boucher remet en question le principe de ce monument, de cette plaque, et souhaite qu'il y ait véritablement un travail de mémoire qui soit fait sur ce monument. Et donc, je me souviens... Attendez, je suis allé trop vite. Je me souviens que... comment je vais dire, je me souviens qu'à l'époque, je me suis retrouvé en tant qu'archiviste. Je me suis retrouvé en tant qu'archiviste à devoir aider le bourgmestre de Mons, Elio Durupo, à trouver une solution par rapport à cette question-là. Alors moi, j'ai aucune formation en histoire coloniale. Je suis spécialiste de l'histoire militaire et de l'histoire locale. Et je me suis retrouvé à essayer de trouver des solutions par rapport à la remise en question de ce monument. Et donc, on a pu voir aussi que lors de l'inauguration du monument, eh bien, il y avait déjà des critiques par rapport à la mise en place de ce monument. Et donc, ce n'était pas déjà quelque chose qui avait été acquis par tous les Montois. Et en faisant le travail de recherche, eh bien, on a essayé de trouver une alternative. Et l'alternative, c'était il y avait un message politique qui voulait être mis sur ce monument. Et de l'autre côté, moi, en tant qu'historien, j'ai voulu remettre du contexte. Et donc, c'est pour ça qu'on est arrivé à cette plaque. Vous avez cette plaque en fonte sur lequel, là, c'est un message politique. Et donc, c'est un message que le bourgmestre de Mons a mis en place. Et en dessous, on a la plaque en plexiglas. Et ça, c'est un message historique. On a essayé de remettre en question la plaque et d'expliquer pourquoi elle avait été placée. Et à l'époque, je me souviens que j'avais contacté différents docteurs en histoire de l'UCL, de l'ULB, pour essayer de m'aider dans cette question coloniale. Et beaucoup de gens m'ont répondu, Corentin, fais attention, c'est compliqué, c'est très touchy, il faut voir comment tu vas le faire. Et donc, je n'ai pas forcément été aidé. Et on m'a dit, c'est une histoire locale, il faut résoudre ça au niveau local. Le point positif de cet élément-là, c'est que par la suite, s'est mis en place une plateforme associative décolonisation des esprits et de l'espace public. Alors, cette plateforme, elle a justement comme objectif de pouvoir aider à décoloniser les espaces, l'espace public, mais aussi les esprits. Et donc, c'est de travailler contre les discriminations que vivent les populations afrodescendantes. Alors, évidemment, ça n'était que le début. Vous allez voir pourquoi je vous explique tout ça. Par la suite, on a ce fameux buste de Léopold II qui est présent dans la faculté de Warroquet de l'UMons. Et c'est Marie-Fidèle Douzinguizet qui, suite à la mort de George Floyd, va remettre en cause la présence du buste de Léopold II. Elle fait une pétition qui reçoit un soutien extrêmement important de la part des étudiants et dont l'UMons essaye de supprimer la pétition, mais par la suite, finalement, on doit prendre conscience que cette pétition a une force et elle va retirer le buste de Léopold II. Et au même moment, ce qu'il se passe, c'est que dans l'espace public, on a la statue de Léopold II qui est taguée et on vient mettre assassin dessus. Et donc là, et c'est là où moi je me suis retrouvé confronté à cette question-là,
en tant qu'historien conservateur d'un musée d'histoire militaire, je vais de temps en temps aux réunions des associations patriotiques de Mons. Et alors là, à la réunion des associations patriotiques de Mons, eh bien, j'ai les membres de ces associations qui se plaignent qu'on vient attaquer la belle image de Léopold II. Et donc, j'essaye de leur expliquer pourquoi, à un moment donné, Léopold II pose problème. Et alors là, j'entends énormément de choses, bonnes comme mauvaises, et je me dis, il y a un vrai problème. Parce qu'il y en a qui soutiennent encore l'idée que la Belgique a fait que des choses positives dans le cadre de la colonisation et que d'autres ont un avis un peu mitigé. Et le président de l'entente des associations patriotiques me dit, ben moi je suis né au Congo, mais j'aimerais pouvoir discuter avec les activistes pour comprendre les raisons pour lesquelles ils attaquent la statue de Léopold II. Pourquoi Léopold II il sait pourquoi Léopold II, mais pourquoi on va le taguer, pourquoi on ne fait pas un autre travail. Et c'est à ce moment-là qu'au sein du pôle muséal, je me suis dit, ben, on a un vrai problème de société. Il faut pouvoir essayer de le résoudre et de donner des réponses à toutes ces questions que les gens ont. D'un côté comme de l'autre. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que va se mener une réflexion au sein des équipes du pôle muséal pour mettre en place un projet d'exposition. Et dès le début, déjà en interne, quand je viens avec ce projet, il n'est pas forcément accepté. On me dit, attention Corentin, c'est un sujet sensible, touchy, et je dis, je pense qu'on va pouvoir arriver à proposer un contenu scientifique, une exposition, mais à partir d'un processus qui est le suivant. Tout d'abord, on va prendre un partenariat avec un acteur local. Alors, désolé, l'acteur local, c'était l'association Aquem qui faisait une visite décoloniale de Mons. Et donc, nous, on commence déjà à travailler avec eux, à découvrir c'est quoi leur visite décoloniale de Mons, et on en apprend énormément. Et on en apprend énormément sur le patrimoine qui est déjà présent sur le territoire de Mons. Ensuite, on fait un colloque international. Et donc là, on va s'adjoindre du CGS, de l'UMONS, des facultés Saint-Louis à Bruxelles, et on crée un colloque. Là aussi, vous voyez, on a encore nos masques, hein, et on est en train de discuter et de comprendre quelle est véritablement la problématique. Alors pourquoi on fait ça? Comme je vous l'ai dit, nous au sein du Mons Memorial Museum et de nos équipes, la question coloniale, ce n'est pas des sujets qu'on aborde tous les jours, c'est plutôt un sujet sur lequel finalement on n'avait pas beaucoup de connaissances. Et cette manière-là, c'était aussi un peu dire à tous les chercheurs, à tous les scientifiques, bien aidez-nous, comprenez notre difficulté, mais on veut faire quelque chose, on souhaite trouver la bonne manière de faire, et on espère que vous allez pouvoir nous aiguiller dans ce processus-là. Et donc on a passé 2 jours entiers, et ça a été très productif. Et le résultat, en fait, c'est qu'on s'est rendu compte que l'exposition pouvait avoir lieu à partir du moment où on allait travailler sur les témoignages. Alors, le témoignage, ça fait partie déjà intégrante du contenu de l'exposition permanente du Mons Memorial Museum. On traite des témoignages de l'Ancien Régime, de la Première Guerre mondiale, de la Seconde Guerre mondiale, des soldats de n'importe quelle nationalité. Et donc ici, on s'est dit, on va faire exactement la même chose. On va interviewer des gens. On va interviewer des gens qui ont un lien de près ou de loin avec un vécu en Afrique centrale. Et donc ce sont soit des personnes issues de la diaspora, du Congo, du Rwanda, du Burundi, ou soit des Belges qui ont vécu au Congo ou des Belges qui sont descendants. Et même, on est allé jusqu'à la 3e génération. Et donc, c'était aussi de travailler sur les stéréotypes et sur ce que les gens, sur la transmission finalement de ce vécu colonial ou de cette histoire coloniale à travers les différentes générations. Et donc, une fois qu'on décide de travailler avec les témoignages, il faut trouver les gens. Alors, je n'ai pas eu du mal à trouver des anciens coloniaux ou des descendants de coloniaux, mais j'ai eu beaucoup plus de mal à trouver des afrodescendants. Pourquoi? Eh bien, parce que ce n'est pas forcément culturel pour eux de venir faire confiance à un musée où on va commencer à raconter leurs histoires. Et ils considèrent que leur histoire n'est pas importante, alors que c'est tout à fait l'inverse. Et donc là, on a dû véritablement s'appuyer avec la plateforme décoloniser l'espace public pour pouvoir trouver des gens qui voulaient bien répondre à nos différentes questions. Ensuite, on a dû trouver, une fois qu'on a trouvé les témoins, on a commencé à enregistrer. On a enregistré, c'est-à-dire qu'on a enregistré les témoignages, et je ne l'ai pas fait tout seul. Je me suis fait accompagner de Picho,
Picho, qui est un artiste bruxellois, afrodescendant, qui m'a accompagné. Et c'était extrêmement important de pouvoir le faire avec lui. J'avais déjà fait des rencontres préliminaires seul et je m'étais rendu compte à ce moment-là que parfois il y avait des choses qui étaient dites et d'autres non, et que parfois les langues avaient du mal un peu à se délier. Et donc je me suis dit, on va remettre les gens dans un contexte peut-être plus agréable, plus familier, et aussi Picho a des référents culturels que je n'ai pas par rapport aux populations afrodescendantes. Et ça a particulièrement bien fonctionné. Et ça aussi, alors c'était indirect, mais finalement c'était une bonne chose, ça a minimisé aussi l'agressivité parfois de certains coloniaux qui avaient des propos parfois très durs. On m'a quand même dit que les mains coupées, c'était une fake news, alors que c'est un fait historique. Donc voilà, ça permettait aussi de couper un petit peu les informations qu'on recevait. Alors, après avoir fait ça, on a sélectionné l'ensemble des... voilà, ici vous pouvez voir l'ensemble des personnes qui ont participé au processus. On a enregistré ça pendant 2 semaines et après on a fait une sélection. On a fait une sélection des témoignages et on les a répartis selon les différentes périodes de l'histoire coloniale. Alors, ça nous a permis véritablement à décrypter et à comprendre les difficultés que ces gens avaient avec leur propre mémoire. Notre objectif n'était pas de dire si la personne, ce qu'elle expliquait était vrai ou faux. Notre objectif, c'était que la personne puisse parler, expliquer des choses. Nous, à côté de ça, on revenait remettre un contexte historique. Donc, on expliquait les choses avec le contexte, et de l'autre côté, vous avez les témoignages. Et parfois, il y avait des choses qui étaient dites dans les témoignages et qu'on présentait de manière différente dans le contenu historique. Et c'est normal. Mais c'est important de comprendre qu'on est dans un processus mémoriel. Et donc, quand on explique quelque chose, on est avant tout dans l'affectif. On est dans le subjectif. On n'est pas dans l'objectif. Alors, on structure l'exposition, on sélectionne les témoignages et le résultat, c'est une exposition. Voilà, une exposition où on présente des objets. Alors, d'où viennent ces différents objets? Eh bien, soit de nos collections, mais on en avait de nos collections communales, mais on en avait très peu, soit des collections individuelles, c'est-à-dire que ceux qui ont participé au processus de l'exposition eh bien, sont venus nous déposer des objets qui finalement est relié avec leur mémoire. L'objet en tant que tel prend une place extrêmement importante dans l'exposition parce que l'objet est finalement le déclencheur de l'histoire, le déclencheur de la mémoire. Et on peut voir véritablement que même si les afrodescendants et les anciens coloniaux partagent une histoire qui est collective, on peut voir qu'au niveau de la mémoire, elle est vraiment séparée. Elle est vraiment séparée au mode de fonctionnement du Congo durant l'époque coloniale, avec les Blancs d'un côté et les Noirs de l'autre côté. Et donc, c'est véritablement ça l'impact qu'on a eu au sein de l'exposition. Et on a essayé de rendre ça de manière le plus objective possible au niveau scientifique. Et ici, on a fait aussi un travail extrêmement important sur le peu des collections qu'on avait. On avait dans cette collection, on avait ce buste dans nos collections, c'était indiqué Panda tête de nègre. Et on a fait une recherche et on a découvert que c'était la tête de Paul Panda Fernana. Et donc maintenant, dans nos collections, c'est buste de Paul Panda Fernana. Donc on a fait tout ce travail scientifique. Et Paul Panda Fernana est vraiment un personnage extrêmement important de l'histoire qui lie la Belgique et le Congo. C'est un premier panafricaniste et c'est vraiment un des premiers à prendre conscience de l'importance de l'indépendance du Congo alors qu'il a vécu au début du XXe siècle. Alors, j'ai pu vous expliquer qu'on est parti d'une question qui posait problème ici à Mons. On a eu tout ce processus où on a fait rencontrer les différents protagonistes de la problématique. On a présenté ça au sein du Mons Memorial Museum. On a essayé, à travers les témoignages, de rendre ça humain et en présentant les choses de manière plutôt subjective et en y ajoutant un contenu objectif. Alors, le résultat, c'est que l'exposition, elle a eu un impact positif, mais l'impact positif n'était pas positif pour tout le monde.
On va dire que la majorité des afrodescendants ont particulièrement apprécié le résultat de l'exposition et les personnes qui sont assez ouvertes par rapport au sujet de la colonisation ont véritablement apprécié cette exposition parce que ça permettait un nouveau regard à la différence, et alors je ne juge pas le travail qui a été fait à Tervuren, à Tervuren, ils ont une énorme collection où ils continuent à présenter cette collection importante. Nous, on n'est pas venus avec une collection, on est d'abord venus avec des gens. Et beaucoup d'afrodescendants sont venus nous dire, en fait, c'est la première fois que je découvre une exposition sur les problématiques que l'on vit encore aujourd'hui. Et je reprendrai les paroles de Marie-Fidèle Douzinguizé, qui était la jeune fille qui avait fait la pétition, qui a travaillé avec nous sur l'exposition, qui nous disait « Le jour où je ne vivrai plus des discriminations en tant qu'afrodescendante, eh bien, vous pouvez mettre des statues de Léopold II partout sur le territoire, je m'en foutrai parce que je passerai devant comme s'il n'existe pas, comme la majorité des Belges. Mais tant que je vivrai des discriminations, la statue de Léopold II me rappellera que je suis noire et que je suis afrodescendante et qu'on n'a pas une égalité ici sur les territoires de la Belgique. » Alors, je conclurai en disant que lorsque j'ai fait des visites de cette exposition, j'ai eu aussi des personnes qui m'ont remercié énormément sur le travail qu'on a fait. Et je vous dirai aussi que je me suis engueulé à plusieurs reprises et même énervé sur des personnes qui n'ont pas apprécié la manière dont on faisait l'exposition. Je me souviendrai toujours d'une personne qui m'a dit moi qui pensais venir ici où on allait faire une exposition sur la glorification du bienfait de la Belgique au Congo, et je lui ai dit monsieur, vous êtes tombé au mauvais endroit. Et j'ai cassé tous ces stéréotypes, j'ai cassé toute l'image qu'il pouvait avoir de l'époque coloniale pour essayer de remettre finalement du sens, du contenu, et surtout avoir la possibilité de donner la parole à tout le monde. Et il m'a même dit, oui, il y a plus de noirs que de blancs qui parlent, alors que dans l'exposition, on a 55% de blancs et le reste d'afrodescendants ou de métis. Pour vous dire à quel point c'est encore un sujet qui fait polémique, qui est difficile, et je conclurai en disant qu'on nous a dit aussi que cette exposition avait 20 ans d'avance et que la mentalité des Belges n'était absolument pas prête à recevoir ce genre d'informations. Je vous remercie.